Que se passe-t-il dans la tête de mon chien? Comment pense-t-il? Ressent-il les mêmes choses que nous? Ce sont des questions que se sont posées plusieurs scientifiques, dont Gregory Burns, qui a monté la première équipe de chiens entraînés spécifiquement à entrer dans un IRM fonctionnel. Donc dans cette vidéo, je vais résumer les grands résultats obtenus par l'équipe de recherche de Gregory Burns sur plus d'une centaine de chiens passés dans les IRM, qu'il résume lors de sa conférence sur la chaîne Center for Animal and Public Policies, dont je te mettrai le lien en description bien sûr. Donc Gregory Burns en fait est professeur en neuroéconomie à l'université d'Emory à New York. En fait il a commencé sa carrière en travaillant sur le cerveau humain pour étudier notamment la motivation et la prise de décision, dans le cadre de ce qu'il a appelé ensuite la neuroéconomie. Et depuis une dizaine d'années, en fait, il mène une étude participative qui porte sur l'étude du cerveau du chien, qui sont testés par IRM pour décoder en fait leurs pensées et leurs émotions. Il est auteur notamment d'ouvrages comme How Much Dogs Love Us ou What It's Like to Be a Dog, qu'on pourrait traduire par Dans la peau d'un chien. Donc, comme Gregory Burns le précise dans son interview, les chiens ont coévolué depuis très longtemps avec l'humain. D'abord comme animal de travail, puis comme progressivement et plus récemment comme animal de compagnie. Et la volonté de Gregory Burns pour étudier ces chiens qu'il affectionne particulièrement, c'est aussi de pouvoir tenter de faire des liens potentiels entre les études sur l'humain et les études sur le chien. Et en fait, toutes ces expériences avec le chien, il les a construites sur la base des expériences qu'il avait déjà réalisées sur le cerveau humain. Et il considère en fait l'individu chien comme étant partie prenante d'un système relationnel dans lequel il inclut en fait complètement l'humain. Ce que je trouve du coup très intéressant pour moi du point de vue de la trust technique, qui part du principe qu'on partage des sentiments et qu'on est toujours en relation. Ces expériences consistent à établir une image du cerveau du chien dans un IRM fonctionnel. Mais du coup, ce projet, évidemment, il a plusieurs défis, notamment parce qu'il faut que l'animal ne bouge absolument pas dans l'IRM. Si vous avez déjà fait des IRM, vous savez qu'il ne faut vraiment pas bouger pour avoir toute la clarté de l'image. Il y a aussi le fait que le tube soit un peu fermé et la hauteur, donc le fait que le chien doive monter dedans. Et il y a aussi évidemment le bruit, parce que le bruit d'un IRM est particulièrement élevé, donc il faut pouvoir protéger les chiens à l'intérieur et les habituer quand même à ce bruit ambiant. Et alors là, j'aimerais aussi m'attarder un peu sur les principes éthiques de ce protocole, parce que je trouve qu'il est très inspirant pour la suite de recherches éventuelles. En fait, toutes les expériences qu'a menées l'équipe de Gregory Burns sont basées sur des principes éthiques qui étaient valables dans le cadre des études qu'il avait menées sur les humains. Et donc, il les a adaptés avec les chiens. Donc le premier principe sur lequel se base ce protocole, c'est que les chiens doivent agir sur la base du volontariat. Ils doivent toujours être volontaires lors des tests et ils sont en mesure de sortir du tube s'ils ne souhaitent pas y rester. La deuxième chose, c'est l'absence de douleur. Évidemment, les chiens n'ont pas été blessés ni soumis à aucune douleur. Troisièmement, ce serait le fait qu'il n'y ait pas de contrainte, donc ni chimique ni physique, c'est-à-dire pas de sédation ni aucune contrainte pour empêcher le chien de sortir du tube. La quatrième chose, c'est que le renforcement positif a été utilisé systématiquement. Et le cinquième aspect que je trouve très intéressant, c'est qu'au départ, Gregory Burns a utilisé ses propres chiens pour l'expérience, puis ils ont acquis des chiens de laboratoire. Ces chiens, en fait, ont été intégrés à des familles d'accueil qui elles-mêmes étaient partie prenante de l'expérience. Donc ils les ont entraînés à faire leur travail au mieux. Donc ils avaient des conditions de vie de famille tout à fait normales et c'était pas des chiens enfermés dans des cages comme on peut imaginer dans des laboratoires. Et donc en fait le projet a pris une forme participative et citoyenne si on veut, dans lequel en fait les chiens recevaient un entraînement régulier à la maison, notamment dans des réplicas de l'IRM en bois qu'ils avaient fabriqués. Alors, si on s'attarde un peu sur le cerveau du chien, donc dans la conférence, Gregory Burns parle un petit peu du cerveau du chien. Déjà, le cerveau du chien est beaucoup plus petit que le nôtre. Comparativement et sur un chien de taille moyenne, en fait, ce cerveau, il aurait environ la taille d'un citron. Donc, en fait, si on compare les deux, même si la taille n'est pas la même, on retrouve les principales structures du cerveau humain qu'on a vu dans la vidéo sur le cheval, mais notamment le cérébellum, le corpus callosum. On constate aussi que la partie frontale du cerveau du chien, tout comme dans le cas du cerveau du cheval, est beaucoup moins développée que celle de l'humain évidemment. Et en fait, on voit à la base du cerveau quand même que le bulbe olfactif est vraiment par contre très visible et beaucoup plus développé chez les chiens que chez nous. Ça semble logique. Mais en fait, comme le dit Gregory Burns, il est assez difficile d'évaluer les zones qui sont équivalentes entre les cerveaux humains et canins. Et en fait, c'est la raison pour laquelle
l'utilisation de l'IRM pour lire les réponses fonctionnelles est vraiment intéressante parce qu'en fait, on va pouvoir reproduire des expériences qui ont déjà été tentées sur les humains et voir si les chiens s'en rapprochent. Donc pour bien comprendre les principaux résultats, Gregory Berns en fait sépare le système cognitif du chien en trois grandes parties qui ont chacune été étudiée. La première, c'est l'étude de la récompense. La deuxième, c'est l'étude de la perception, donc comment perçoit le chien. Et la troisième, c'est l'étude de l'interaction, qu'elle soit sociale ou avec un objet. Et là, on arrive sur la partie des expériences que je trouve les plus intéressantes et les plus porteuses pour expliquer aussi le rôle de la trust technique. Donc le premier test a été d'essayer d'identifier chez les chiens les zones du self-control. Les zones qui étaient activées lorsque le chien arrivait à inhiber une réaction ou une émotion. Et donc, dans le contrôle de cette expérience, ils ont voulu d'abord apprendre au chien à inhiber volontairement une réaction en lui donnant une récompense, évidemment, lorsqu'il inhibait cette réaction. L'expérimentateur va apprendre au chien à toucher une cible avec son nez lorsque son sifflet retentit. Ça, c'est la première chose. Et il lui donne une récompense quand la cible est touchée suite au coup de sifflet. Ça, c'est un peu le conditionnement pavlovien, c'est-à-dire je siffle, je touche une cible, j'ai une récompense. Et ensuite, ils vont coupler avec une information supplémentaire. Lorsque la personne va lever une main, la consigne va rester la même. Quand le sifflet retentit, tu touches la cible et tu as une récompense. Par contre, si la personne lève deux mains, le coup de sifflet ne veut plus dire touche la cible, mais il veut seulement dire ne bouge pas. Et donc le chien sera récompensé cette fois, il ne touchera pas la cible et ne bougera pas. Et donc ça pousse l'animal à retenir sa réaction innée d'aller toucher la cible pour avoir la récompense, bien sûr. Et donc grâce à l'IRM, ils ont vu que cette zone d'inhibition en fait se trouve dans le cortex frontal du chien. Même s'il est beaucoup moins développé que le nôtre, il y a quand même un cortex frontal. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très similaire à la zone d'inhibition qu'on observe aussi chez les humains. En fait, il semble que plus cette zone était active chez le chien à la base, mieux il s'en sortait dans l'expérience. Ils ont aussi testé une expérience sur l'envie et la jalousie du chien. Et pour ça, en fait, ils ont utilisé un chien factice qui était en vue de l'animal au bout du tube de l'IRM. Et en fait, le gardien du chien donnait parfois à manger à son chien, dans la gamelle, soit au chien factice. Et ils ont testé en fait les réponses de cette action sur les différentes parties du cerveau du chien. Et évidemment, la réponse la plus significative était vraiment focalisée sur l'amygdale, responsable de tout ce qui est les comportements d'anxiété et d'agressivité. Et là où c'est fort, c'est que même si les individus qui avaient été éduqués pour ne pas bouger dans l'IRM ne bougeaient pas d'un pouce, les individus qui étaient les plus actifs mentalement présentaient en fait une activation forte de l'amygdale, ce qui n'était pas forcément visible sur d'autres chiens. Et donc ce qu'ils en ont conclu, c'est que réellement l'agressivité, elle a des prémices neurologiques et qu'en fait les chiens qui sont les plus actifs mentalement, donc les plus anxieux, les plus excités, les plus agressifs, le montrent en fait via cette activation rapide et massive de l'amygdale. Donc il y a un prélude en fait à l'agressivité et ça c'est vraiment intéressant à savoir quand on sait qu'on a la possibilité de réduire volontairement l'activité mentale de son animal grâce notamment aux trust techniques. L'apaisement qu'on peut apporter à son chien au quotidien va vraiment aider à rendre l'amygdale moins réactive en fait à ce genre de choses pour permettre d'emprunter d'autres circuits neuronaux. Parce qu'en fait il y a vraiment toute une chaîne d'événements intérieurs avant le déclenchement des hostilités. Et en poursuivant cette réflexion, Gregory Berns a mené une étude avec une association américaine qui était chargée de former des chiens d'assistance aux personnes handicapées ou aux personnes âgées. Donc, comme la formation de ces chiens coûte très cher et que les taux de réussite ne tournent qu'autour de 50%, mais les chercheurs ont proposé de tester ce qui permettrait d'anticiper quels chiens peuvent potentiellement être de bons candidats à être des chiens d'assistance ou pas. Et pour ça, en fait, ils ont fait réaliser aux chiens différentes tâches en regardant quelles zones du cerveau étaient stimulées, en observant notamment le noyau codé, l'amygdale et la zone de reconnaissance faciale. Je vous le donne dans le mille, le prédicteur le plus efficace pour discriminer les chiens selon leur réaction était l'activation, devinez quoi, de l'amygdale. Et en effet, si tous les chiens ont bien réalisé la tâche sans bouger, certains chiens avec un fort niveau d'activité mentale, soit en excitation, soit en agressivité, montraient une activation forte de la zone de l'amygdale, encore une fois, même si en apparence la tâche était réalisée sans bouger. Et donc clairement, il y a une activité latente de l'amygdale dans toutes les actions, ce qui est très intéressant quand on sait qu'on peut améliorer en fait cet état intérieur de l'animal au quotidien pour l'aider à être moins réactif aux situations. Même si ça ne fera pas forcément un chien d'assistance, mais ça fera au moins un chien qui sera mieux dans ses pattes. Donc je commence par vous résumer ce qu'ils ont trouvé sur le domaine de la récompense.
Donc une des questions que les chercheurs se sont posées dans le cadre de la récompense, c'est une question que se posent la plupart de propriétaires de chiens, qui est: est-ce que mon chien m'aime pour moi ou pour la nourriture que je lui donne? Et donc ils ont essayé de voir ce qui se passait dans le cerveau du chien dans l'IRM. Il y a 3 étapes pour tester cette chose-là dans le cerveau. Il y a d'abord un contrôle, c'est-à-dire qu'on présente un objet au chien sans qu'il y ait forcément de récompense par la suite. Puis un autre objet spécifique, donc là c'est cette petite voiture rouge, après lequel il va recevoir une récompense verbale, et puis un dernier objet, après lequel il va recevoir une récompense de nourriture. L'idée en fait, c'est vraiment de voir ce qui se passe dans cette zone d'anticipation. Pourquoi on montre un objet avant la récompense? C'est pour que le chien se mette en anticipation de la récompense qui va arriver. Et donc l'idée est vraiment de voir comment le cerveau est activé dans cette période-là. Donc ils sont effectivement aperçus qu'il y avait des zones différentes d'activer pour la récompense verbale ou pour la récompense par la nourriture. Et du coup, ce qu'ils ont fait aussi, ça a été de doubler ce test d'une expérience grandeur nature, dans lequel en fait le chien devait choisir d'aller à son bol de nourriture ou d'aller vers son propriétaire. Et ils ont répété l'expérience comme ça une vingtaine de fois. En conclusion, en fait, il semble que les chiens se dirigeaient soit vers le bol, soit vers le propriétaire de façon absolument égale. C'est-à-dire qu'ils pouvaient être en mode nourriture ou en mode caresse. Ça peut changer d'état assez rapidement en fonction des profils des chiens. Mais il semble en fait, de manière statistique, que l'anticipation soit équivalente et qu'il n'y ait pas davantage d'anticipation pour l'un ou pour l'autre. Et évidemment, c'est dans le contexte où on imagine que le gardien est bienveillant avec l'animal et qu'il ne le maltraite pas, parce qu'on imagine que dans le cas contraire, on aurait des résultats très différents. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça peut rassurer aussi certains questionnements. On se dit, si mon chien reste avec moi, c'est peut-être parce que je lui donne à manger. Et ben pas forcément, en fait, c'est très équivalent. Il y a la relation, il y a la nourriture, mais les deux sont très importants. Donc ça peut enlever un poids aussi pour certains qui se posaient des questions. Ensuite, les résultats sur la perception des choses. Donc en fait, l'étude de la perception chez le chien a porté dans ces IRM sur différents stimuli. La première chose, ça a été la reconnaissance des visages et des objets. Et donc ça, ils l'ont fait en montrant au chien différentes images en couleur, en noir et blanc, de visages humains, de visages de chiens. Donc en fait, tout comme chez les humains et les primates, il semble que cette zone de reconnaissance faciale soit différente de la zone de reconnaissance des objets chez le chien aussi. Et ces zones sont vraiment assez spécifiques dans le cerveau du chien, même s'il y a des légères différences en fait entre les individus. Ensuite, ils ont essayé de répondre à une autre question qu'on se pose souvent: est-ce que les chiens comprennent notre langage? Donc pour cette expérience, le contrôle était de prononcer des mots qui sonnaient comme l'anglais, mais qui n'étaient pas de l'anglais en fait. Donc c'est ce qu'on appelle un pseudo-langage. Et en fait, il est très intéressant de voir que les chiens, visiblement, répondaient très bien, beaucoup mieux que les humains en tout cas, au pseudo-langage et au pseudo-mots qu'aux mots effectifs de l'entraînement. Contrairement à ce que, évidemment, on observe chez l'humain. Enfin, l'humain va être plus activé par des mots qui ont un sens dans notre langue, ça paraît logique. Ça signifie qu'en fait, il ne semble pas y avoir de réelle reconnaissance du langage chez le chien. Donc les mots qu'on prononce peuvent enclencher un processus d'attention pour essayer de comprendre ce que l'humain demande, mais ne déclenchent pas spécialement de reconnaissance précise de ce langage. Ils ont aussi testé les odeurs chez le chien. Et en fait, ils leur ont présenté 2 types d'odeurs. Une odeur sans récompense et une odeur avec récompense. Ils ont essayé de présenter au chien aussi le mélange de ces 2 odeurs et voir s'ils les différenciaient ou si c'est une autre zone du cerveau qui s'activait comme une reconnaissance d'une odeur nouvelle. Et en fait, en effet, le mélange d'odeurs en fait, stimule une zone de perception différente, comme si l'odeur était inconnue. Donc ça peut être intéressant à savoir si vos entraînements sont basés sur la reconnaissance d'odeur. Ils ont aussi testé la reconnaissance des nombres chez les chiens en leur projetant sur un écran des points de différentes tailles et de différents nombres sur une même surface. Et donc sur 12 chiens, il y avait 8 chiens qui avaient une zone très spécifique pour reconnaître un nombre plus grand de points sur un écran notamment. Et comme en fait ces chiens n'ont pas été entraînés à reconnaître les nombres, en fait il s'agit donc vraiment d'une réponse innée de reconnaissance du nombre.
Voilà, donc je vous invite à regarder un peu le site de Gregory Berns. Il y a des vidéos aussi sur sa chaîne YouTube qui sont très intéressantes où il apprend aux chiens à se tenir dans l'IRM, sur toutes les expériences qu'ils ont pu mener depuis le début. Donc je vous invite à aller voir, c'est vraiment intéressant. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager si vous pouvez aussi, pour faire connaître un petit peu la chaîne et ce travail. Et n'hésitez pas à me partager d'autres sujets que vous aimeriez aborder, ou des conférences que vous avez trouvées en anglais que vous aimeriez traduire ou vulgariser. Vous pouvez aussi me faire passer ces informations et j'essaierai de faire au mieux pour faire des vidéos dessus. Je vous remercie, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt sur la chaîne Equipona.